Kafka était une de ses passions, un de ses personnages préférés, et qu'elle puisse le croiser ainsi au-dessus de chez Freud à Vienne la mettait en joie. Elle adore lire le monde comme une suite de coïncidences, de rencontres fortuites qui donnent un sens à l'ensemble, qui dessinent le samsara, la pelote de laine de la contingence et des phénomènes. Elle m'avait bien évidemment fait remarquer que je m'appelais Franz, comme Kafka. Il avait fallu que je lui explique que c'était le prénom de mon grand-père paternel, qui s'appelait Franz Joseph, parce qu'il était né le jour de la mort de l'empereur du même nom, le 21 novembre 1916. Mes parents avaient été assez bons pour ne pas m'infliger le Joseph, ce qui l'avait fait beaucoup rire. Tu imagines, on devrait t'appeler François-Joseph. Elle m'a appelé d'ailleurs plusieurs fois François-Joseph dans des lettres ou des messages. Heureusement que maman ne s'est pas rendue compte qu'on se moquait ainsi de ses choix patronymiques. Elle en aurait été bien attristée. Par chance, mon frère ne s'appelle pas Maximilien mais Peter, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs. Maman a toujours eu l'impression, depuis son arrivée à Vienne en 1963, d'être une princesse française qu'un jeune noble habsbourgeois était venu tirer de sa campagne pour le mener profiter du lustre de sa brillante capitale. Elle a conservé un accent français très fort, de film d'époque. J'avais horriblement honte de cette intonation quand j'étais petit, de cette façon d'accentuer toutes les phrases et tous les mots de toutes les phrases sur la dernière syllabe, en décorant le tout de quelques voyelles nasales. Bien sûr, les Autrichiens trouvent cet accent charmant, sehr charmant. Les Syriens, en dehors des grandes villes, étaient quant à eux si surpris qu'un étranger puisse parler même quelques mots d'arabe, qu'ils ouvraient des yeux ronds et faisaient mille efforts d'attention pour essayer de pénétrer les mystères de l'articulation exotique des Francs. Sarah parle bien mieux l'arabe ou le persan que l'allemand, il faut le dire, et j'ai toujours eu du mal à l'entendre parler notre idiome. Peut-être quelle horrible pensée, parce que sa prononciation me rappelle celle de ma mère. Ne nous aventurons pas sur ce terrain glissant. Laissons ce domaine au bon docteur, le voisin du dessous de Madame Kafka. Sarah me racontait qu'à Prague, Kafka est un héros, au même titre que Mozart, Beethoven ou Schubert à Vienne. Il possède son musée, ses statues, sa place. L'Office du tourisme organise des Kafka Tours. Et on peut acheter des plaques magnétiques avec le portrait de l'écrivain pour coller sur son frigo géant à Oklahoma City en rentrant chez soi. On ignore pourquoi les jeunes Américains se sont entichés de Prague et de Kafka. Ils y traînent en bande, en grand nombre, passent plusieurs mois dans la capitale tchèque, quand ce n'est pas des années, surtout les écrivains en herbe sortis des universités de creative writing. Ils viennent à Prague, comme on allait autrefois à Paris, pour l'inspiration. Ils tiennent des blogs et remplissent des carnets ou noircissent des pages virtuelles dans les cafés, boivent des litres et des litres de bière tchèque. Et je suis sûr qu'on en retrouve certains à la même place, 10 ans plus tard, mettant toujours la dernière main à leur premier roman ou au recueil de nouvelles censées les propulser vers la gloire. À Vienne, fort heureusement, nous avons surtout de vieux Américains, des couples d'un âge respectable qui profitent des palaces en surnombre, font la queue pour visiter le Hofburg, mangent des Sauertorte, vont à un concert où on joue Mozart en perruque et en costume et rentrent à pied dans le soir jusqu'à leur hôtel, bras dessus, bras dessous, avec la sensation de traverser le XVIIIe et le XIXe siècle en entier. Gentiment émoustillés par la peur qu'un coupe-jarret pourrait surgir d'une de ces ruelles baroques désertes et silencieuses pour les dévaliser, ils restent 2, 3, 4 jours, puis vont à Paris, Venise, Rome ou Londres, avant de retrouver leur pavillon à Dallas, et montrer à leur entourage ébahi leurs photos et leurs souvenirs. Depuis Chateaubriand, on voyage pour raconter. On prend des images, support de la mémoire et du partage. On explique qu'en Europe, les chambres sont minuscules, qu'à Paris, toute la chambre d'hôtel était plus petite que notre salle de bain. Ce qui provoque les frissons de l'assistance et aussi une lumière d'envie dans les regards. Venise est magnifiquement décadente. Les Français sont extraordinairement discourtois. En Europe, il y a du vin dans toutes les épiceries et tous les supermarchés, partout. Et on est content, on meurt en ayant vu le monde. Pauvre Stendhal. Il ne savait pas ce qu'il faisait en publiant ses mémoires d'un touriste. Il inventait bien plus qu'un mot,
Grâce au ciel, disait-il, le présent voyage n'a aucune prétention à la statistique et à la science, sans se rendre compte qu'il poussait des générations de voyageurs vers la futilité avec l'aide du ciel qui plus est. Amusant que ce Stendhal soit associé non seulement au mot touriste, mais aussi au syndrome du voyageur qui porte son nom. Il paraît que l'hôpital de Florence possède un service psychiatrique à part pour les étrangers qui se pâment devant le musée des Offices ou le Ponte Vecchio, une centaine par an, et je ne sais plus qui m'a dit qu'à Jérusalem, il y avait un asile spécial pour les délires mystiques, que la seule vue de Jérusalem pouvait provoquer des fièvres, des étourdissements, des apparitions de la Vierge, du Christ et de tous les prophètes possibles au milieu des intifadas et des juifs orthodoxes qui s'en prennent aux mini-jupes et aux décolletés comme leurs collègues arabes aux militaires à coups de pierre, à l'ancienne et façon Qadim Jidan, au milieu de tout ce que la planète compte comme savants laïcs et religieux penchés sur de vénérables textes, des Torahs, des évangiles, et même des Corans dans toutes les langues anciennes et toutes les européennes, selon les écoles, protestants, allemands, hollandais, britanniques et américains, papistes, français, espagnols, italiens, jusqu'aux Autrichiens, aux Croates, aux Tchèques, sans parler de la kyrielle d'églises autocéphales, les Grecs, les Arméniens, les Russes, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Syriaques, tous avec leur version uniate, ajoutée à l'infinité de variantes possibles du judaïsme, réformés ou non, rabbiniques ou non, et des schismes musulmans, musulmans pour qui Jérusalem est certes moins importante que la Mecque, mais reste un lieu très saint, ne serait-ce parce qu'on ne souhaite pas l'abandonner aux autres confessions. Tous ces savants, toutes ces sommités se regroupaient en autant d'écoles, de revues scientifiques, d'exégèses. Jérusalem se découpait entre traducteurs, pèlerins, herméneutes et visionnaires. Au milieu de tout le Saint-Frusquin, de la parade commerciale, des marchands de châles, d'icônes, d'huiles saintes et culinaires, de croix en bois d'olivier, de bijoux plus ou moins sacrés, d'images pieuses ou profanes, et le chant qui montait vers le ciel, toujours pur, était une atroce cacophonie, mêlant les polyphonies aux cantilènes, les pieuses monodies aux lyres païennes des soldats. Il fallait voir à Jérusalem les pieds de cette foule et la diversité de ses chausses. Sandales christiques, avec ou sans chaussettes, caligae, bottes de cuir, claquettes, tongs, mocassins écrasés aux talons, pèlerins, militaires ou vendeurs ambulants pouvaient se reconnaître sans lever les yeux du sol crasseux de la vieille ville de Jérusalem, où l'on croisait aussi des pieds nus, des pieds noircis, qui avaient marché au moins depuis l'aéroport Ben Gurion, mais parfois de plus loin, enflés, bandés, sanguinolents, velus ou glabres, des extrémités masculines ou féminines. On pourrait passer des jours à Jérusalem juste en observant les arpions de la multitude, la tête baissée, les yeux vers le bas, en signe d'humilité fascinée. Stendhal ferait l'effet d'un débutant, avec sa pâmoison florentine, face aux ivresses mystiques des touristes à Jérusalem. Je me demande ce que le docteur Freud penserait de ces troubles. Il faudrait que je demande à Sarah, spécialiste du sentiment océanique et de la perte de soi sous toutes ses formes. Comment interpréter mes propres émotions spirituelles, cette force par exemple qui me pousse vers les pleurs lorsque je vais au concert, certains moments si forts, si brefs, où je sens que mon âme touche à l'ineffable de l'art et regrette ensuite dans la tristesse cet avant-goût de paradis dont elle vient de faire l'expérience. Penser de mes absences en certains lieux chargés de spiritualité comme la Souleymanie ou le petit couvent de derviches de Damas. Autant de mystères pour une prochaine vie, comme disait Sarah. J'ai envie d'aller chercher son terrifiant article sur le Sarah Walk pour le relire, vérifier s'il contient des allusions subtiles à notre histoire, à Dieu, à la transcendance, au-delà de l'horreur, à l'amour, à cette relation entre l'amant et l'aimé. Peut-être le texte le plus mystique de Sarah est-il cet article simple et édifiant. L'orientalisme est un humanisme, consacré à Ignac Goldziher et Gershom Scholem, paru précisément dans une revue de l'Université de Jérusalem. Je dois l'avoir quelque part, par là. Est-ce que je me lève? Se lever signifierait renoncer au sommeil jusqu'à l'aube, je me connais. Je pourrais faire une tentative pour me rendormir. Je pose mes lunettes et le tirer à part balsacien. Tiens, mes doigts ont laissé des traces sur la couverture jaunie. On oublie que la sueur est acide et marque le papier. C'est peut-être la fièvre qui me fait suer des doigts. J'ai effectivement les mains moites. Pourtant le chauffage est éteint et je n'ai pas la sensation d'avoir chaud. Il y a aussi quelques gouttes de sueur sur mon front, comme du sang. Les chasseurs
appelle le sang du gibier sueur. À la chasse en Autriche, il n'y a pas de sang, mais de la sueur. La seule fois où j'ai accompagné mon oncle chasser, j'ai vu un chevreuil touché au poitrail. Les chiens jappaient devant l'animal sans s'en approcher. La bête tremblait, creusait l'humus de ses sabots. Un des chasseurs lui a planté un couteau dans la poitrine, comme dans un conte des frères Grimm, mais ce n'était pas un conte des frères Grimm. C'était un gros type bourru avec une casquette. J'ai soufflé à mon oncle. On aurait peut-être pu le soigner, le pauvre. Un étrange réflexe naïf qui m'a valu une bonne taloche derrière la tête. Les chiens léchaient les feuilles mortes. Ils récupèrent le sang, comme mentais-je, écœuré. Mon oncle m'a regardé d'un œil noir et a grogné. Ce n'est pas du sang. Il n'y a pas de sang. C'est de la sueur. Les chiens étaient trop bien dressés pour s'approcher du chevreuil mourant. Ils se contentaient, en douce, des gouttes tombées, de ces traces qu'ils avaient si bien suivies, de la sueur que la bestiole avait perdue en courant à mort. J'ai cru que j'allais vomir, mais non. La tête du chevreuil crevé brinque-ballait à droite et à gauche pendant qu'on le portait vers la voiture. Je regardais tout le temps par terre, les yeux dans les brindilles, les marrons et les glands secs pour éviter de marcher dans cette sueur que j'imaginais dégoûter du cœur transpercé de l'animal. Et l'autre jour, au laboratoire d'analyse, quand l'infirmière a appliqué son garrot élastique autour de mon biceps, j'ai détourné les yeux en disant tout haut « Ce n'est pas du sang, il n'y a pas de sang, c'est de la sueur. » La jeune femme a dû me prendre pour un fou, c'est certain. Et mon portable s'est mis à sonner à cet instant précis, au moment où elle allait planter son instrument dans ma veine. Mon téléphone était dans ma veste auprès du bureau, avec la garde montante, comme de petits soldats, avec une horrible tonalité informatique, a retenti dans le cabinet médical. Cet appareil qui ne sonne absolument jamais a choisi précisément ce moment-là pour brailler « Carmen, as-tu tête ?» alors que cette dame s'apprêtait à me suer. Le téléphone se trouvait à 5 mètres de là. J'étais attaché par un garrot, prêt à être cloué par une aiguille. L'infirmière hésitait, la seringue en l'air. La garde n'en finissait pas de monter. Bizet se faisait complice de l'humiliation. La préposée à l'extraction m'a demandé si je voulais répondre. J'ai fait non de la tête. Elle m'a planté avant que je puisse regarder ailleurs. J'ai vu le métal s'enfoncer dans la veine saillante et bleue, senti le garrot claquer, le sang m'a paru bouillonner. Comme dans le récipient, avec la garde montante. Combien de temps peut sonner un téléphone? Ma sueur était noire comme l'encre de ces stylos rouges transparents que j'utilise pour corriger les copies des étudiants, comme de petits soldats. Tout cela n'allait donc jamais finir. Parfois la vie est longue, dit T.S. Eliot. La vie est très longue, avec la garde montante. L'infirmière a retiré son éprouvette en plastique. Le téléphone s'est enfin tu, et elle a sans pitié remis un second tube à la place du premier, en laissant quelques secondes la canule abandonnée pendouiller sur mon bras. Ce n'est pas du sang. Il n'y a pas de sang. C'est de la sueur. Heureusement, je ne saigne pas. Mais c'est tout de même inquiétant, ces sudations nocturnes, cette fièvre. Kafka crachait du sang, lui. Ça devait être autrement désagréable, ces traces rouges dans son mouchoir, quelle horreur. En 1900, un Viennois sur 4 mourait de tuberculose, paraît-il. Est-ce que c'est cette maladie qui rend Kafka si populaire et est à l'origine de cette méprise sur sa personnalité peut-être? Dans une de ses dernières lettres, terrifiantes, Kafka écrit à Max Brod depuis le sanatorium de Kirling à Klosterneuburg, près du Danube. Cette nuit, j'ai pleuré plusieurs fois sans raison. Mon voisin est mort cette nuit. Et 2 jours plus tard, Franz Kafka était mort à son tour. L'immense prose de Mathias Sénard. La folie boussole.